Eh bien, bonjour à toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. C'est du coup un nouvel épisode de la série d'interviews d'entreprises qui intègrent l'activité physique comme outil de qualité de vie au travail. Mes intentions avec ces vidéos sont d'abord de mieux comprendre ce qui a amené ces entreprises à intégrer l'activité physique, comprendre les bénéfices pour l'organisation et pour les collaborateurs, et bien sûr inspirer d'autres entreprises aussi et leur permettre de passer à l'action. Donc je m'appelle Julie, je suis slasheuse, à la fois éducatrice sport santé, et je travaille aussi pour la transformation des entreprises. Et je pense que le monde du travail a tout à gagner à évoluer vers plus d'épanouissement des individus, bien dans leur peau et bien dans un groupe. Après avoir passé moi-même 5 années en marketing dans un grand groupe, j'accompagne aujourd'hui les organisations dans la création de cohésion et d'engagement grâce à l'activité physique, entre autres, dans une stratégie globale de qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, du coup, je suis avec David Varas. Bonjour David. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et avant de parler de ce que tu fais, je te propose de démarrer par un petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Est-ce que ça te va? Ça marche. Très bien. Allons-y. Alors, David, thé ou café? Thé. Ok. Football ou basketball? Ah. Je dirais plutôt basketball. Mais je ne suis pas très doué en jeu de ballon, en fait. Ok. Ville ou campagne? Campagne. Sport performance ou sport santé? Sport santé. Télétravail ou présentiel? Grande question du moment. Ou les deux. Ouais, je pense qu'il y a un bon équilibre entre les deux. Le télétravail, enfin, surtout dans ma posture actuelle, en effet, je travaille beaucoup chez moi. Au-delà de toute la crise sanitaire. Mais ça fait du bien d'être en entreprise et de retrouver le lien social. Donc voilà, un bon équilibre entre les deux. Programme télé ou Netflix? Netflix. Salariat ou entrepreneuriat? J'ai fait les deux. Mais alors là, entrepreneuriat. Roman policier ou livre de développement personnel? Dans ce moment, développement personnel. Bien-être au travail ou qualité de vie au travail? Bien-être au travail ou qualité de vie au travail. Certains utilisent l'un, certains utilisent l'autre. Alors Je dirais troisième version, être bien au travail. intéressant. Et enfin, changement ou évolution? Évolution. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Écoute, je te propose, si tu es d'accord, de te présenter sur voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots. Ok, j'ai créé mon cabinet il y a maintenant un peu plus d'un an, qui s'appelle Racine Plus. Alors, un cabinet qui est plutôt spécialisé dans l'accompagnement des entreprises vers une transformation positive, vers une évolution positive, en prenant en compte tous les aspects environnementaux, sociaux, sociétaux, qui font partie de notre quotidien, et d'en faire des piliers pour construire un nouveau paradigme, en tout cas une nouvelle vision qu'on a de l'entreprise. Et pas forcément d'avoir l'unique vision financière et économique, bien qu'elle soit essentielle, mais que justement cet aspect financier soit une conséquence de tout ce qui est mis en place, et que ça crée que tout ce qui est mis en place en termes de triptyque social, sociétal et environnemental
puisse permettre de créer de la richesse qui participe au progrès social, au bien commun, etc. Donc voilà, donc c'est plutôt un accompagnement sur ces aspects-là, qui soient individuels vis-à-vis de la direction, donc avec pourquoi pas du coaching, parce que je suis coach également. Et puis au-delà de ça, c'est de travailler avec l'ensemble des équipes autour des sujets de la raison d'être, de la mission de l'entreprise, de comment aborder une transformation managériale, pardon. Voilà, d'accompagner l'entreprise dans son évolution. Okay. Super. Et avant ça, si j'ai Oui. un petit peu de temps, je suis arrivé là pas par hasard. Hein. Je ne suis pas arrivé un matin en disant tiens, je vais monter mon cabinet. J'ai été pendant plus de 10 ans en comité de direction d'une entreprise agroalimentaire. Plutôt agricole même, enfin entre les deux, hein, une industrie agro, voilà, on l'appelait comme ça. Je me suis vraiment amusé pendant 10 ans, en effet, à développer une nouvelle économie, de voir comment une entreprise pouvait changer son business model pour prendre en compte son environnement tel qu'il est, puisqu'on est dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui est agroécologie, et puis œuvrer, en tout cas travailler main dans la main avec tous les collaborateurs, mais également toutes les parties prenantes pour transformer le modèle et faire en sorte qu'on puisse être bien au travail et qu'on puisse créer des opportunités derrière auxquelles on n'aurait pas pensé avec un modèle plus financier, plus classique tel qu'on le connaît. Ben, merci, super intéressant. Et justement, j'allais parler de effectivement, de cette expérience que tu as eue en tant que dirigeant du coup de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que tu as observé à ton arrivée dans cette entreprise? Qu'est-ce que j'ai observé? L'entreprise fonctionnait bien, il n'y avait pas de vraiment économiquement, elle était viable, elle était performante, elle avait plein de projets. Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, je sortais de pas tout à fait 10 ans dans un autre univers qui est plutôt l'univers bancaire, où c'était ma première expérience après mes études, où j'avais découvert un monde très codé, avec des normes, une façon de travailler les uns avec les autres dans un modèle très pyramidal. Et quand je suis sorti de là, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans cette PME familiale, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire différemment que ce que j'ai pu vivre au quotidien. C'est pas que c'était pas bien, mais j'avais perçu des choses qui pouvaient être plus adapté pour que chacun puisse s'épanouir en tant qu'individu et chacun puisse trouver sa place dans l'entreprise à travers son métier, puisse s'épanouir personnellement et professionnellement. Et dans les faits, ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a d'autres chats à côté, puis on arrive dans une nouvelle structure, donc il faut s'habituer à cette structure, passer d'un grand groupe à une PME qui est de 40 collaborateurs, donc ce n'est pas les mêmes enjeux, on ne travaille pas de la même façon. Et ce que je vois réellement au fur et à mesure les 2 premières années qui passent, je m'aperçois quand même qu'on est sur des métiers très difficiles dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire, et qu'il y a un malaise palpable. C'est que les gens sont fatigués physiquement, moralement. Il y a un fort turnover dans l'entreprise, la difficulté de maintenir les effectifs. Il y a un absentéisme assez élevé avec des accidents, avec un terme qu'on peut employer qui n'est pas très, très joli, qui est la bobologie, hein, des petites des douleurs ressenties au niveau des TMS. Et puis, on est au milieu de nulle part, donc c'est difficile de recruter. Une marque employeur qui n'est pas au mieux de sa forme parce qu'on n'est pas très connu. Et puis, ceux qui nous connaissent comme une industrie difficile parce qu'on travaille beaucoup et dans des conditions qui sont assez difficiles, qui sont adaptées aux produits. Hein, parce que le produit, c'est des fruits frais. Donc, tout est fait pour maintenir les fruits dans un environnement idéal, mais les hommes à côté de ça, avec un grand H, ils sont un peu oubliés.
Et donc voilà, il y a plein de petits indicateurs comme ça qui nous font dire que il y a des choses à changer, qu'il faut être vigilant. Il y a plein de petits signaux faibles qui nous disent que on pourrait voir l'entreprise différemment. Et c'est aussi un moment où il y a tous les scandales alimentaires qui commencent Mm. à être médiatisés. Les médias qui font les choux gras de tout ce qui est, entre guillemets, mauvais dans l'agroalimentaire et dans l'agriculture. Et on tape un petit peu sur ces secteurs-là, alors qu'il n'est pas plus mauvais ou mieux qu'un autre. Et même au contraire, on a une agriculture qui est plutôt vertueuse en France, même s'il y a encore des efforts à faire. Et globalement, on se prend ça de plein fouet. Et c'est de se dire aujourd'hui comment on regagne la confiance des consommateurs, comment on peut être plus transparent et comment on peut travailler avec eux main dans la main pour répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Donc voilà, c'est plein de petites choses, pas Mm. des petites choses d'ailleurs, mais plein de petits signes comme ça qui se mettent en place et qui disent que voilà, notre modèle, il tangue un peu et puis il y a un bouleversement qui commence à se faire ressentir. Mm. D'accord. Et, euh, et toi, est-ce que je peux te demander comment tu t'es senti, toi, en arrivant dans la boîte? Comment je me suis senti c'est pas une position facile parce que c'est une entreprise familiale et donc j'arrive pas en territoire conquis. Mm. Parce que clairement, je viens d'un autre univers qui est plutôt le marketing, dans un grand groupe. Et là, je vais occuper une fonction dans le comité de direction, notamment sur les fonctions de DRH. C'est ma formation initiale, hein, Ouais. sur les fonctions d'exploitation de sites. Et les collaborateurs m'attendent au tournant. Ils me disent, mais pourquoi lui arrive plutôt qu'un autre? Et donc, pendant plusieurs mois, voire une belle grosse année, j'ai dû prouver ma légitimité, que ma Mm. place, que j'avais bien ma place dans l'entreprise. Donc, j'arrive vraiment pas, voilà, la fleur au fusil et je vais tout transformer. Non, je me fais accepter et je prouve que j'ai ma place. Et comment je le fais? Je passe par tous les postes de l'entreprise. Donc, je vais passer du temps avec dans tous les services, avec tous les collaborateurs de l'entreprise pour me familiariser avec le métier que je connaissais parce que entreprise familiale et quand j'étais adolescent, j'y allais. Mais ça avait bien changé depuis, hein, parce que 10 ans, plus de 10 ans, Mm. c'était écoulé. Et, et donc voilà, la nécessité de rentrer en contact, de m'acculturer et de faire tous les métiers, que ce soit des métiers sur des chaînes de production, de savoir conduire un transpalette, de connaître le produit, de connaître les clients, de faire du commerce, etc. Donc vraiment de passer à un 360 sur l'ensemble des postes pour, pour connaître l'entreprise telle qu'elle était quand j'arrivais. Voilà. Hmm, ok. Connaître l'entreprise et du coup, ça t'a permis aussi de connaître aussi plus les collaborateurs, je suppose. Ouais, complètement, parce que je ne les connaissais pas ou quelques-uns. Et donc, la nécessité ouais, de faire connaissance, de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, depuis quel était leur parcours, quelles étaient leurs attentes. Et ça s'est fait vraiment de créer un climat de confiance Hmm, et vraiment cette envie de découvrir les uns et les autres, de les connaître. Pas par opportunisme, mais vraiment par curiosité et ouais. envie de savoir qui ils étaient. Voilà. Hmm. Ah, super intéressant. Et du coup, quand tu parlais d'être bien en entreprise, pourquoi c'est important selon toi d'intégrer le bien-être en entreprise ou la qualité de vie au travail? C'est quoi tes convictions sur le sujet? Ouais, je pense qu'on ne peut pas s'épanouir personnellement. Et en tout cas, il doit y avoir une inclusion entre le perso et le pro. Hmm, Et souvent, l'un pêche par rapport à l'autre. Et donc, c'est de trouver voilà, ce bon équilibre et de se dire que quand on ferme la porte de sa maison et qu'on arrive au travail, bah, il y a pas se dire qu'il n'y a pas le personnel qui va rentrer en ligne de compte, c'est complètement faux. Alors que c'est ce qu'on nous a appris. c'est Moi, j'ai vrai. 42 ans, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais étudiant. Hmm, c'est clair. Quoi. Donc, or, bah, voilà, tout
tout influence tout, donc tout est entremêlé. Et donc, c'est de savoir faire avec ça et d'accompagner le collaborateur avec le sac à dos avec lequel il vient au bureau et comment on peut le libérer, comment on peut l'accompagner au quotidien pour faire en sorte qu'il puisse être le plus épanoui possible, qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et surtout qu'il puisse apprendre. Et j'allais dire, on pourrait même parler de jeu voilà, l'entreprise est aussi un terrain de jeu et un lieu de lien pour tisser des liens. Et donc, c'est un lieu de rencontre. Et être bien, c'est voilà, la rencontre avec l'autre, c'est apprendre des choses, parce qu'on a beau dire, c'est pas parce qu'on a quitté l'école qu'on n'apprend plus rien, au contraire, on apprend toute notre vie, et c'est un besoin pour nous d'être humains d'apprendre au quotidien. Et puis, c'est de rire, et c'est d'apprendre en s'amusant. Et donc, voilà, l'entreprise peut être un terrain de jeu, c'est un terrain d'enjeu, mais c'est un terrain de jeu aussi. Et on peut bien faire son travail et on peut être performant en s'amusant, en s'éclatant. Et même au contraire, ça peut permettre de mettre en avant des potentiels et valoriser certains talents. Donc voilà, être bien au travail, pour moi, c'est ça, c'est tous ces petits ingrédients qui font que le travail fait partie de la vie et ça ne doit pas être un poids, au contraire, ça doit être un moment aussi, comme n'importe quel autre moment quand on est dans sa vie personnelle, un moment qui nous fait grandir, enfin un lieu qui nous fait grandir. Ouais, j'adhère complètement à ce que tu dis et c'est vrai que peut-être qu'on est arrivé aussi au bout d'un modèle qui existait à un moment donné où effectivement on séparait la vie professionnelle de la vie personnelle, mais en fait on est une seule et même personne. Alors on ne peut pas effectivement tout cloisonner, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Complètement, puis c'est vraiment de trouver du sens dans ce que l'on fait. Et puis, c'est ce que tu disais, peut-être qu'on a tellement cloisonné, notamment dans l'agroalimentaire, sur certains postes, plusieurs tâches sur une chaîne de production, qu'on en devenait des robots. C'est toujours le cas dans certaines entreprises. Et donc, il n'y avait pas la possibilité pour la personne de s'épanouir, de découvrir de nouvelles choses. Elle faisait les mêmes gestes tous les jours, au même moment, sur le même lieu. Et donc, elle ne pouvait pas avoir de motivation et elle ne pouvait pas grandir. Alors que voilà, aujourd'hui, être bien, c'est aussi de retrouver du sens et à quoi on sert. Quelle est notre utilité dans le monde, mais aussi dans l'entreprise et dans ce que l'on fait au quotidien et ce pourquoi on est rémunéré. Et donc, pourquoi, voilà, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que l'entreprise peut apporter et d'avoir ce fameux équilibre qui est toujours hyper ténu et qui doit être présent. C'est clair, super intéressant. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? On fera un focus bien sûr sur l'activité physique, mais est-ce que tu peux déjà nous parler de manière du coup globale, voilà, déjà des choses que tu as commencé à mettre en place dans l'entreprise? Oui, alors globalement, pourquoi j'ai voulu mettre en place? C'est par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur les différents indicateurs qui étaient plutôt préoccupants. Et puis, ça s'est fait assez étrangement en fait. On devait agrandir le bâtiment de à peu près 1000 mètres carrés. Et au lieu de faire ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire au niveau de la direction, on décide de tout parce qu'on a le budget et puis on connaît l'architecte, le constructeur qui va pouvoir nous accompagner sur ce sujet-là. Je prends le pari de me dire que les collaborateurs peuvent être impliqués dans le projet parce que cet agrandissement les concerne directement, puisque c'est un nouvel agrandissement pour une partie logistique réfrigérée. Moi, à part les premiers mois de l'entreprise dans lesquels j'ai fait le poste de logistique, après, je ne l'ai plus jamais fait. Et très rarement. Et globalement, ce n'était pas mon univers. Et je ne vois pas en quoi j'étais légitime à décider de ce qu'il fallait mettre en place pour un poste que je n'occupais pas et pour un métier que je connaissais peu. Et donc, comme c'était pour moi un terrain de jeu à construire, je me suis dit, tiens, ça serait pertinent d'interroger les collaborateurs sur est-ce qu'ils ont envie de participer à ce projet-là. Et
Et quand je pose la question, je suis assez surpris parce que je pensais vraiment que personne ne serait intéressé parce qu'il y avait tellement cette habitude qu'on prenne les décisions pour eux que c'était difficile pour eux de prendre la parole et de se dire tiens, pourquoi on a la parole et pourquoi on a la possibilité aujourd'hui de donner de pouvoir œuvrer sur des sujets stratégiques dans l'entreprise. Et tout compte fait, j'ai eu un bon pourcentage des collaborateurs qui ont voulu participer au projet. Puisqu'on n'était pas loin de 80%, donc c'était super. Okay. Alors, j'ai dû faire un choix, parce que 80% des collaborateurs qui vont travailler sur le projet, mais il y a une personne qui fait le quotidien, les missions quotidiennes. Donc, j'ai pris la décision de tirer au sort une personne de chaque service qui puisse représenter son service pour travailler sur ce projet. Et autour de la table… Une équipe pluridisciplinaire, du coup, aussi. Ouais, pluridisciplinaire. Il n'y avait pas forcément l'équipe logistique, mais il y avait aussi l'équipe de la production, une équipe au niveau du commercial, enfin vraiment un ensemble une représentation globale de qui il pouvait y avoir au sein de l'entreprise. Et puis des personnes extérieures, notamment le médecin du travail, qui peut paraître surprenant. Mais on oublie souvent que le médecin du travail n'est pas simplement là pour faire les visites médicales, mais qu'il est aussi là pour accompagner l'entreprise dans ses décisions liées à la santé du collaborateur et qui peut être force de proposition et que ça peut être pertinent qu'il soit là pour étudier ces questions avec l'ensemble des collaborateurs. Et puis un architecte, forcément, et un ergonome qui était là pour auditer et voir ce qui était possible avec les collaborateurs. Et donc, on a démarré ce projet-là. On a fait voilà, ça a pris… Alors déjà, ce n'était pas évident dans l'entreprise parce que c'est une industrie avec 80% des effectifs qui est composé de personnes manutentionnaires, donc qui n'ont pas l'habitude de prendre des décisions et qui n'ont surtout pas l'habitude de travailler en mode projet. Et de se dire qu'on va se retrouver autour d'une table et que chacun va pouvoir prendre la parole et travailler sur ce fameux plan et ce nouveau terrain de jeu logistique. Et donc ça, il a fallu habituer, acculturer les gens, les accompagner, les écouter, les mettre en confiance, etc. Mais ça s'est fait assez facilement, en fait, dans la discussion. Et les personnes se sont même révélées des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à parler, qui étaient même plutôt silencieuses et qui ont commencé à donner leur avis sur les choix, à avoir vraiment même des idées tranchées et qui osent affronter justement ces décisions-là. Et de fil en aiguille, donc on fait un beau terrain de jeu, enfin, il y a les plans, etc. On sait qu'on va le mettre en place. Et puis, il y a notamment une personne qui est en production, Geneviève, qui est proche de la retraite à l'époque, etc. Et qui Bonjour, dit, Geneviève. Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle me regarde, mais globalement… On ne sait jamais. Mais regarde, je dis bonjour parce que c'est un bon souvenir. Et Geneviève qui a fait toute sa carrière derrière une machine et qui ose dire à un moment donné, moi je suis usé de travailler derrière des machines et c'est bien d'avoir un beau bâtiment, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Comment ça va changer au niveau physique parce qu'on est fatigué. Et donc, globalement, ça chemine tout ça. Et le projet qui devait se terminer parce que le bâtiment allait être construit, et en fait, il s'est prolongé. Et on a continué à travailler sur ce projet. Qu'est-ce qu'on met en place pour nos équipes ? Et c'est là qu'a commencé le projet de mettre l'homme avec un grand H au cœur de l'organisation et du processus de la démarche d'entreprise. Et donc, on s'est questionné sur notre utilité, sur notre raison d'être, qu'est-ce qu'on apportait à notre écosystème, qu'est-ce qu'on apportait à nos parties prenantes et notamment de nos parties prenantes à nos collaborateurs. Et c'est de là qu'est venu notre premier chantier tourné vers les collaborateurs. Et nos collaborateurs devenaient nos premiers clients. Et qu'est-ce qu'on faisait pour qu'ils soient hyper satisfaits ? Parce qu'on faisait des études auprès de nos clients et nous, on était satisfaits quand les clients étaient hyper satisfaits, sinon on devait travailler davantage, mais on n'avait rien fait côté collaborateur. Et donc, on a pris la démarche à l'envers, on s'est dit, nos premiers clients, c'est nos collaborateurs, et qu'est-ce qu'on met en place en travaillant avec eux ? Quels outils on va commencer à développer pour qu'ils soient satisfaits de leur travail et que leur travail soit le plus confortable possible et qu'ils puissent s'épanouir professionnellement et personnellement.
Ok. Et donc, du coup, ben, on a de fil en aiguille, à travers cette raison d'être qui s'est construite, on a commencé à mettre en place comme les bases étaient posées, on a pu développer des outils qui permettaient de répondre à nos attentes. Voilà. Hmm. Et du coup, les premières actions, alors comme tu me dis, on va revenir là-dessus, mais le premier sujet, c'était de se dire comment on rend le travail plus confortable, notamment sur des chaînes de production. 80% des effectifs étaient sur des chaînes de prod. Et ça a été de travailler sur, et notamment c'est ce que l'ergonome avait mis en avant, sur le fait que les collaborateurs souffraient de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques, parce qu'ils faisaient des gestes répétitifs, parce qu'ils portaient des charges lourdes très régulièrement. Clairement, c'est un métier hyper pénible, quel que soit le poste. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place au-delà de changer les machines? Parce qu'on a changé les machines pour que les machines soient adaptées aux collaborateurs, et notamment d'avoir des, des convoyeurs spécifiques, d'avoir des chariots élévateurs qui s'élèvent automatiquement pour se mettre à la hauteur et que les personnes ne doivent plus se baisser ou lever les bras, etc. Mais au-delà de ça, comment préparer le collaborateur qui arrive le matin au bureau dans un environnement qui est entre 2 et 6 degrés, que ce soit en été ou en hiver, et qu'il n'y a pas de lumière naturelle, ils sont en posture debout en permanence, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et en plus, entreprise considérée entre guillemets comme saisonnière, donc avec des pics d'activité sur 8 mois de l'année où on dépasse allègrement les 45 heures semaine. Ok. Pour des postes de prod. Et donc, c'est là, la première action qui a été mise en place, ça a été le réveil musculaire. Me dire comment ça m'est venu, j'en sais rien, je ne sais plus, mais c'était donc 2014-2015. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du réveil musculaire. Là où est située l'entreprise, dans la campagne Arajoise, en 2015, c'était un défi de trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner sur ce sujet-là. Nous, on a fini par trouver, grâce à la médecine du travail d'ailleurs, qui nous a mis en contact avec des personnes dont elle avait entendu Ok. parler. Et on a mis en place ce fameux réveil musculaire. Ça a été une des premières actions. Et alors, le plus dur, c'est pas de mettre un réveil musculaire, c'est le fait qu'il puisse perdurer. Bien sûr. Et l'acceptation de ce réveil musculaire, Ouais. parce que chacun se faisait une idée de ce qu'était le réveil musculaire. Ils se voyaient déjà avec les agrès en gymnastique, etc., et faire les au milieu d'un bâtiment avec les collègues, ils disent non, c'est très peu pour moi. Alors certains étaient convaincus qu'il allait vraiment y avoir des bénéfices, d'autres, il fallait vraiment les convaincre. Donc, il y a eu une partie sensibilisation peut-être Complètement. avant ça. Ouais. Et c'est ça qui a fait la réussite du projet, de la mise en place de cet outil-là, parce que la personne qui a mis en place ce réveil musculaire, Mathieu, qui venait juste de créer sa structure, sa force a été de venir auditer l'entreprise, de faire un véritable diagnostic, d'être au contact de chaque collaborateur et de regarder comment chacun fonctionnait et de leur demander, enfin, de les questionner. Donc, il y a eu une vraie une acculturation de quel était notre métier. Ce n'est pas un outil qui arrivait comme ça et qui était un copier-coller d'une autre entreprise. C'est un outil qui s'est vraiment adapté à nos besoins. Ok. Et au fil de l'eau, avant de démarrer donc Mathieu a élaboré un exercice de 10-15 minutes quotidien. Et avant ça, on a questionné chacun de nos collaborateurs sur leur échelle de douleur, vraiment à quel degré c'était douloureux, le travail était douloureux, et surtout avant le poste, après le poste, le week-end, et puis là où ils avaient mal. Et globalement, sur les résultats, c'est qu'on avait une échelle de douleur qui était de 0 à 5, qui était plus près des 4, donc qui était assez intense, et notamment qui dépassait le 4 le week-end. Donc les gens, quand ils étaient en repos, Intéressant. ils n'arrivaient pas à se reposer. Et ils avaient mal partout en haut du corps. Donc il y avait vraiment un gros travail à faire. Et pour que ce soit viable, on a proposé à des collaborateurs de devenir des animateurs de ce réveil musculaire. D'accord. Volontairement. Ouais. Le coach, enfin la personne, Mathieu, du coup, qui venait, il venait combien de fois de manière très concrète? Il venait à quelle fréquence, en fait Alors, très concret, au début,
venait souvent. Il a passé 3-4 jours en immersion totale pour aller à D'accord. la rencontre de chaque collaborateur, donc 25 collaborateurs. Il a élaboré son plan d'exercice par rapport à ce qu'il voyait, donc quel muscle il fallait échauffer pour éviter toute TMS et diminuer la souffrance. Et ensuite, il est venu pendant 2 semaines, tous les matins, faire le réveil musculaire. Ok. Ce qui lui a permis aussi pendant ces 2 semaines de former 3 ou 4, je ne sais plus, mais 3-4 collaborateurs pour qu'ils puissent prendre le relais Mmh. et devenir ces fameux animateurs qui allaient réaliser avec l'ensemble de l'équipe le réveil musculaire tous les matins. Et globalement, donc ça s'est mis en place assez facilement. La petite cerise sur le gâteau, c'est que ça a amélioré le climat social, c'est-à-dire que les collaborateurs, Bah oui. avant d'arriver le matin, ils allaient tout de suite au vestiaire se préparer, aller sur leur chaîne de prod sans forcément se parler, sans forcément se dire bonjour, alors que là, ils démarraient la journée par ce réveil musculaire. Donc, ils se retrouvaient tous ensemble. Et puis, c'est la bonne humeur qui était là. Ils étaient là pour s'amuser. C'était un exercice sérieux, mais ils avaient le droit de rire ou de faire ce qu'ils voulaient. Et c'était le but du jeu. Nous, il avait été entendu que ce soit pris dans les heures de travail, donc que ce soit pendant les heures de Ok. travail. On savait qu'on allait perdre en heures de production, mais qu'on allait certainement le récupérer derrière Mmh. et que ce n'était pas la question. Et donc, du coup, le réveil musculaire a démarré en 2015. Et 6 mois après, on a fait le même exercice de l'échelle de douleur et puis Ouais. des endroits où la douleur était plutôt intense. Et on a déjà eu 6 mois après des résultats, donc avec un exercice vraiment quotidien de ce fameux réveil musculaire. Et de 4, on est passé à 2,5 en 6 mois de temps en échelle de douleur. Et c'est surtout le week-end où ils pouvaient enfin se reposer. Donc, il y avait vraiment, même les plus sceptiques sur l'exercice, ont vu les bienfaits. Voilà. Mmh. Et les bénéfices, Et du après, ça coup, n'a pas su. au travail, pardon, au travail et aussi dans la vie perso, Ouais, et vu que tout est lié, en fait, ça crée un complètement. épanouissement global de l'individu, je suppose. Complètement. Puis le besoin, le collaborateur qui était meurtri par son travail, enfin meurtri physiquement par son Mmh. travail, quand il était en repos, il passait son temps à dormir et à ne rien faire, quoi, à rien faire Mmh. d'autre que ça parce que son corps était douloureux. Mmh. Donc c'est de la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que le collaborateur soit bien bien pour que ça voilà, la vie, c'est pas que le travail. Donc, comme il y a ce fameux équilibre qui se met en place, il faut vraiment que chacun puisse y trouver son compte. Ouais. Et forcément, après ce réveil musculaire, on a mis plein d'autres choses en place parce qu'on s'est aperçu que le réveil musculaire en tant que tel ne suffisait pas. Donc, on s'est aperçu que sur des chaînes de production, là où il y avait 5 métiers différents, pour accompagner ce réveil musculaire et qu'il soit d'autant plus performant, il fallait que les collaborateurs puissent bouger régulièrement de poste. Et donc, Mmh. de être 7 heures par jour et toute l'année sur le même poste. Et donc, il y a eu une montée en compétences de chaque collaborateur. Donc, ça a été un gros budget parce qu'un budget formation qui a vraiment Formation. augmenté puisqu'on est passé de 3% de la masse salariale à 12%. Alors, ça a été sur 2 ans, mais voilà, il y a une forte augmentation pour que chacun puisse devenir polyvalent sur son métier et puisse prendre n'importe quel poste et surtout ne rester pas plus de 2 heures sur le même poste chaque jour. Donc, ça D'accord. permettait de solliciter d'autres muscles Ouais, ouais, ouais. et puis d'apprendre. À nouveau, on est sur cette idée d'apprendre un nouveau métier, donc d'être plus épanoui, de trouver une autre forme de motivation et de gagner en autonomie. Et de ça, on est passé à un stade encore plus élevé, c'est se dire qu'aujourd'hui, ils peuvent prendre leur vie en main, en tout cas leur vie professionnelle en main, Mmh. et en quoi on les obligerait à arriver à telle heure et à leur dire vous avez ça, ça, ça à faire, alors qu'ils pouvaient prendre la responsabilité et l'autonomie de se dire on sait qui sont nos clients, on sait ce qu'on a à réaliser sur la journée, on sait le temps que ça va nous prendre, et donc on peut s'organiser en Waouh. conséquence et faire notre planning, etc. Et Mmh. progressivement, c'est ce qui a été mis en place. Et donc, on est passé d'une pyramide à un modèle hybride qui n'est pas tout à fait horizontal, mais qui a permis à chacun
de s'auto-responsabiliser. Mais pareil, ça prend du temps parce que Mmh. ça passe pas, c'est pas un claquement de doigts. Et puis, il y a des personnes qui ne se sont pas retrouvées dans ce modèle. Donc, on a eu pas mal de départs à un D'accord. moment donné, quand on a évolué comme ça, parce que pour eux, c'était une grosse transformation qui arrivait d'un seul coup. Transformation égale adaptation aussi et donc du coup, effectivement, tout le monde, n'a pas forcément envie de suivre ou voilà, ça crée des Voilà, c'est ça, parce pour la plupart, ils avaient toujours travaillé dans un univers industriel, avec l'habitude d'être guidés en permanence, d'avoir un programme le matin, ouais. d'obéir à un chef d'équipe. Et là, le modèle se transformait. Et donc, on a eu plusieurs périodes comme ça où on a eu un turnover plus ou moins important, notamment quand on a fait évoluer sur les métiers, parce que tous n'étaient pas d'accord, d'évoluer, d'être hyper polyvalent, parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Ils ont vite vu l'intérêt parce que physiquement, ils ont ressenti des bienfaits de découvrir Mmh. autre chose et de ne pas solliciter toujours les mêmes muscles. Mais on a eu entre 15 et 20% de turnover à ce moment-là. Quand D'accord. on est passé sur l'horizontalité, en tout cas sur le modèle hybride, on a encore perdu 10%. Donc, il y a aussi à prendre en compte ça dans la transformation, c'est Mmh. que tous ne vont pas accueillir le changement les bras ouverts, quoi. Donc, il y a vraiment Mmh. aussi une adaptation. Et du coup, il y a un besoin aussi de nous re-questionner quand on va faire des recrutements derrière. De se dire, aujourd'hui, on doit avoir un discours qui est cohérent par rapport au modèle de l'entreprise quand on recrute des personnes. Oui et puis, Donc, je le vois aussi, quand tu en parles de lier ça à vraiment une vision. En fait, ce que je note là, c'est que aussi vous ne vous êtes pas dit, «Ouh là là, là on est en train de perdre des gens, on va peut-être, arrêter certaines choses» et cetera. Qu'en fait, j'ai l'impression que du coup vous êtes, concentrés sur vraiment où vous voulez aller, la vision long terme et où du coup, bon, bah, voilà, pour y aller, voilà, il y a des différentes transformations qui doivent s'opérer et c'est OK en fait. ouais, c'est ça, parce que c'est une décision d'entreprise Ouais. avec les collaborateurs. Et, on n'est pas toujours serein, hein, parce que clairement, on quitte un modèle pour un autre et on ne sait pas quel sera le résultat. Mais on voit des signaux faibles positifs qui nous disent qu'on est dans le vrai et qu'on est dans Mmh. le bon parce qu'on a des meilleurs résultats, puisque clairement, moins de souffrance physique, rien que par le réveil musculaire, on l'a vu. Et puis derrière, en effet, j'en ai pas parlé. Alors, même si le turnover a évolué sur des Mmh. séquences quand il y a eu des transformations, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, un absentéisme qui est passé de 20% à 5%, voire 2% après, en un an Waouh! de temps. Donc, ça a été En un vraiment an. Mmh. une grosse transformation. Et puis, sur une productivité aussi, parce que quand on est sur une chaîne de production, bah forcément, pour être à l'équilibre et financièrement bon, entre guillemets, de ne pas perdre d'argent, il faut que chaque chaîne de production puisse produire autant. Et avant de passer à ce modèle-là, on avait mis ce qu'on appelle une prime de productivité. Et en fait, la prime de productivité, quasiment personne ne l'a eu pendant les 5 dernières années parce qu'ils n'arrivaient jamais à les atteindre. Mmh. Et quand on est passé à ce modèle d'autonomie et d'autoresponsabilité, comme ils organisaient leur journée comme ils le voulaient, on a réussi à atteindre ces productivités et même à être au-delà des attentes de productivité. Waouh! Donc, ce qui prouve bien qu'on était dans le vrai et on avançait positivement. Ouais et qu'être bien, du coup, au travail permet a pour conséquence, une performance, une rentabilité, en Bah, fait. complètement, parce qu'on voit les choses différemment. Par exemple, quand vous êtes sur une équipe de prod, vous savez qu'il y a 6 personnes sur une production et c'est votre chef d'équipe qui décide que telle ou telle personne sera à telle place et qu'elle démarre à telle heure. Et là, on voit les choses différemment, c'est qu'on leur dit, vous pouvez choisir avec qui vous voulez travailler, et puis vous pouvez vous organiser, parce que parfois, on a des rendez-vous chez des spécialistes, chez des médecins, etc., qu'on attend depuis Oui. de nombreux mois, et on ne peut pas y aller parce qu'on travaille. Et là, justement, c'était de s'organiser, de trouver des solutions ensemble, se dire, bah, moi, je ne peux pas être là à 8 heures parce que j'ai rendez-vous, mais je suis là à 9 heures, etc. Mmh. Et donc, on offrait la possibilité d'avoir une organisation flexible. Et donc, forcément, ça apporte plus de confort. Et donc, les gens sont mieux dans l'entreprise et vont donner tout leur possible pour que ça se passe bien. En fait, c'est un équilibre à nouveau qui s'opère. Je te donne ça, tu me donnes ça, et chacun trouve son compte, quoi, au fur et à mesure. Ouais.
Waouh, Voilà. trop chouette. Et pour revenir rapidement sur la partie, activité physique, du coup, ce réveil, Mhm. musculaire et cetera, est-ce que, tout bêtement et de manière encore une fois très, très concrète, est-ce qu'il y avait un espace dédié pour faire ça? Ou est-ce que ça se faisait directement, au sein de l'entrepôt? Enfin de Alors, il n'y avait pas d'espace dédié. Alors, au départ, il n'y avait pas d'espace dédié. Pour le réveil musculaire, il n'y a jamais eu, entre guillemets, d'espace dédié. Parce qu'il fallait beaucoup de place, parce que c'était beaucoup de personnes en même temps. ouais, Et donc, ça se faisait au cœur de l'entrepôt. Alors, ce n'était pas le meilleur spacité idéal parce que on démarrait dans un entrepôt qui était à la température habituelle, mais au moins on s'y chauffait. Le positif, c'est quand les beaux jours arrivaient, hop, ça se faisait dehors parce qu'on mmh, avait aménagé un jardin paysager, etc. Et donc, ça aussi, ça a été un atelier, notamment ce jardin paysager, d'avoir une salle de réunion, en tout cas un, un lieu de détente extérieure, aménagé et paysagé par des jardiniers, mais surtout pensé par les collaborateurs. d'accord. Donc voilà, donc ils allaient dehors, dès qu'il faisait beau, ils allaient faire le réveil dehors. Et en effet, de fil en aiguille, on a créé d'autres choses, puisqu'on a mis en place ce qu'on appelait des ateliers mensuels, qui pouvaient être des ateliers de sport comme de bien-être. Donc on avait des massages, de l'ostéopathie, mais également ce qu'on a mis en place, c'est des cours de gainage, parce qu'on s'est aperçu que Mmh, il y avait toujours des problèmes de lombaire, etc. Et que ouais, la solution pour améliorer ça, c'était de mettre en place, enfin de gainer. Et donc, 2 fois par semaine, il y avait un cours de gainage proposé aux collaborateurs. Et là, il y avait une salle dédiée. Donc, on a créé une salle spécifique pour ces ateliers-là. OK. Et chose qui est pertinente à dire, c'est que le réveil musculaire était obligatoire. Après, tous les autres ateliers, que ce soit l'ostéopathie, le gainage, etc., n'étaient absolument pas obligatoires. Donc, Mmh mh. les personnes s'inscrivaient, elles avaient envie de le faire. D'accord, OK. Et justement, tu parlais tout à l'heure de comment de pérenniser la démarche. Comment ça a tenu du coup Mhm. dans le temps? Est-ce que peut-être, c'est une hypothèse que je fais, le fait d'avoir, des ambassadeurs, voilà, que les personnes elles-mêmes puissent animer, est-ce que c'est ça qui a fait tenir, les choses dans le temps? Est-ce qu'il y a eu d'autres Euh, clés? Ouais, alors les clés, bah ouais, tu les as mentionnées. La première clé, c'est de faire partie des collaborateurs dès le départ sur la création, en tout cas sur la, 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 de travailler ensemble sur les souhaits de ce que l'on veut Oui. être, de ce que l'on veut devenir. Et de tester avec eux des outils. Il y a des outils qui ont été mis en place et qui ont disparu au profit d'autres, etc. Donc, c'est aussi se remettre en question régulièrement et de faire on le faisait pas tous les ans, mais on essayait de le faire, de faire ce qu'on appelle un e-raise. Donc, on regardait tous les outils qui avaient été mis en place, ceux qui étaient performants, ceux qui avaient envie d'être renouvelés l'année prochaine, et puis ceux qu'on barrait parce qu'ils n'avaient plus lieu d'être. Et toujours avec l'ensemble des collaborateurs. En effet, comme tu le disais, d'avoir des ambassadeurs et donc des personnes, comme on l'avait fait pour le réveil musculaire, d'avoir des animateurs qui permettaient vraiment. Et derrière eux, on se sent pris au jeu parce que à un moment donné, quand tu fais 6-8 mois les mêmes exercices, tu dis, tu as envie d'autre chose. Et donc, eux, aller chercher d'autres exercices, se Mmh. former avec Mathieu pour trouver d'autres et le rendre plus dynamique. Et ce qui a été mis en place au final, c'est pour travailler sur ces sujets, et notamment sur cette thématique de bien-être au travail, on a mis en place des comités, et notamment un comité santé-sécurité au travail. OK. Et, comme on n'avait pas de représentants du personnel, on s'est dit que ça peut être intéressant de mettre ça en place. Et donc, on a demandé aux collaborateurs souhaitant être les représentants de ces comités, de se faire élire. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu un collaborateur qui représentait chaque comité. Alors, il n'y avait pas 36 000 comités, il y avait le comité SST, un comité qualité, parce que ça, c'est une autre part importante dans l'entreprise. Il y en a eu deux autres. Et pour parler de celui de SST, et une personne qui était élue pour 2 ans. Et donc, elle établissait son plan d'action. Et ensuite, sur chaque action, donc, il se retrouvait tous les mois pour évoquer les sujets OK. avec la direction, forcément, de voir ce qui était prioritaire ou pas. Et quand il y avait un sujet prioritaire,
on lançait un appel en candidature. C'est-à-dire que s'il y avait un projet, je vais dire n'importe quoi, sur l'exosquelette, par exemple, parce qu'en logistique, c'était encore difficile, il y avait encore des ports de charge, donc il fallait faire attention. On proposait à des collaborateurs de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Et D'accord. donc, les gens se portaient volontaires et pouvaient travailler sur ce sujet. Mmh. Donc ce qui permet de pérenniser, c'est vraiment d'embarquer en fait les personnes, dès le départ, avant même de mettre en place, quoi que ce soit et puis pendant aussi, la Et démarche. de faire vivre en permanence et d'avoir ne jamais se mettre en tête qu'une fois que c'est fait, c'est fini. Non, il y Ouais. a toujours il y a une dynamique qui se met en place, une amélioration continue Mmh. qui est forcément là. Mmh. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la mise en place de tout ça? Heu, que ce soit des difficultés, d'ordre, financière ou juste de convaincre peut-être le reste de l'entreprise, dans la gestion du process, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Ouais, tout à fait. Bah, ça, alors, c'est vraiment une autre vision d'entreprise qui devient de plus en plus courante, et j'allais dire heureusement, mais il y a encore du boulot, il y a Oui. encore à œuvrer là-dessus. Quand cette idée, je l'ai en tête, je vais suer sang et eau pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant d'avoir des résultats concrets, même s'il y a des petits signaux qui me disent qu'on est dans le vrai. Ouais. Mais bah voilà, vous questionnez régulièrement en disant est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Et puis des résultats enfin arrivent et là vous dites bah oui c'est bon on peut continuer. Mais il y a en effet cet état d'esprit à un moment donné qui est palpable. Vous embarquez jamais l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Ça, il faut le savoir. Et c'est tout, c'est comme ça. Et notamment, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez des personnes qui partent, d'autres qui restent, mais qui acceptent de jouer le jeu. Une remise en question sans cesse, parce qu'on peut toujours revenir. La société ne vit pas un long fleuve tranquille. Donc, à un moment donné, vous allez avoir des crises, vous allez avoir des crises financières, sanitaires, etc. Et donc, il va falloir faire avec. Et on pourrait avoir tendance à se dire ah ben on va revenir à l'ancien modèle parce que c'était plus facile. Donc il faut se batailler souvent et régulièrement pour se dire ben non pourquoi on reviendrait à l'ancien modèle. Regardez ça fonctionne. Donc il y a ça, c'est une remise en question en permanence. Donc c'est se challenger souvent. Et puis je dirais dans les difficultés c'est parfois le management intermédiaire qui peut freiner parce Mmh. que ils ne trouvent plus forcément leur place. Il faut les Mmh. accompagner sur ce changement de vision. C'est aussi, si le DG n'est pas partie prenante du projet, ça ne sert à rien de s'embarquer là-dedans parce que bah, le projet ne sera pas porté et à un moment donné, ça sera trop facile de rebasculer. Mmh. Donc, il faut vraiment s'assurer que le DG est bien partie prenante et a envie d'avancer sur ça. Et une sphère plus haute, c'est aussi les actionnaire parce qu'il Mmh. faut les convaincre qu'il y a un intérêt d'investir parce que c'est quand même un investissement. Hein, même si les résultats sont bons derrière parce qu'on a une meilleure productivité, on a moins d'absentéisme, on a moins de turnover et on a une meilleure marque employeur, bah derrière, ça a eu un coût parce qu'on a mis des formations en place, on a mis des animations. Donc tout ça, bah voilà, c'est un équilibre et leur faire comprendre que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais les bénéfices et les retours sur investissement seront plus importants que si on restait sur un modèle classique. Donc Et voilà, donc les difficultés sont là. OK, bah, oui et comment tu fais alors du coup pour convaincre, les actionnaires, par exemple? On sort des chiffres, on Ben, on sort des chiffres pour prouver par X plus B que voilà, quand il y a eu de l'absentéisme, ça nous coûtait autant, qu'une personne absente à l'année, ça coûte très très cher, et que bah, quand on compare, il est plus pertinent de mettre en place les actions qu'on a pu développer. Mais après, le but ultime, alors moi, je j'ai pas eu l'occasion de le faire, et puis je pense qu'à l'époque, je n'y avais pas pensé, c'est aussi d'inscrire dans les statuts cette histoire de mission de l'entreprise, mmh, pour que quel que soit le changement derrière, ça puisse perdurer. Parce que le problème intéressant. dans ces changements de paradigme, c'est qu'en général, ces changements sont portés par un homme, même si derrière il y a des ambassadeurs dans l'entreprise. Ouais. Si cet homme s'en va, rien n'est garanti que ça puisse continuer derrière.
Et donc, de l'inscrire dans les statuts pourrait permettre, entre guillemets, d'assurer cette pérennité et cette continuité. Mais quelle que soit l'entreprise, alors il y a des modèles qui ont réussi, d'autres un petit peu moins, mais quand on regarde un petit peu la littérature sur le sujet, il y a des entreprises, même si la personne qui a mis en place ce changement s'en va, ils ont réussi à continuer, et d'autres sont revenus sur un ancien modèle. Donc aujourd'hui, il faut encore œuvrer sur la possibilité que tout ne s'arrête pas parce que la personne qui a porté le projet s'en va. Ah, super intéressant. Et toi, personnellement, quelles difficultés tu as rencontrées dans tout ça? Quelles difficultés alors, une petite, mais qui est plutôt rigolote, qui est de se dire, on passe un peu pour un extraterrestre, surtout dans certains domaines d'activité, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on voit qu'il y a des résultats derrière qui se mettent en place. Mais je pense que la plus grosse difficulté, c'est en effet tous les ans, parce qu'on est sur un nouveau modèle, d'aller défendre ce modèle-là et prouver qu'on est sur la bonne voie. Et donc de batailler avec son comité de direction ou surtout avec ses actionnaires pour prouver, parce que c'est pas encore, en tout cas c'était pas encore, ça commence à le devenir de plus en plus, mais il y a encore des gros efforts à faire. C'est pas la majorité des entreprises qui sont comme ça. Donc, on ne peut pas se reposer sur un modèle existant en disant « ouais, ça c'est bien, on y va, on le fait parce qu'on sait qu'on va avoir des résultats ». Donc, on est toujours dans l'expérience. Ouais. Donc, il faut être… voilà, la difficulté, c'est de se dire, en effet, il faut accepter qu'on soit dans l'expérience, il faut accepter qu'il y ait des échecs, il faut se remettre en question régulièrement. Voilà, accepter qu'on ne va pas gagner à tous les coups. Et qu'est-ce qui te portait, toi, justement à pérenniser tout ça, à mettre ça en place, à te battre Qu'est-ce qui me portait, c'est… Ouais, je comprends ta question. Moi, j'ai été salarié à un moment donné de ma vie et j'ai vu que j'avais pas envie de faire vivre à mes collaborateurs que j'avais vécu en tant que salarié. Même si c'était pas tout noir, hein, mais il y a des choses qui étaient difficiles pour moi parce que voilà, il y avait la possibilité de rendre chaque collaborateur acteur de sa vie professionnelle et de valoriser son talent, parce que chacun en a un, même si on croit qu'on n'en a pas, on en a un. Et on peut apporter quelque chose à l'entreprise. Et souvent, les organisations empêchent ça. En tout cas, ne permettent pas de développer ça. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment qui m'a donné l'envie de faire ça, c'est de se dire que, en effet, l'entreprise peut gagner en performance et chaque collaborateur peut être acteur de cette performance et trouver du sens dans son existence professionnelle et pourquoi pas personnelle derrière. Et moi, ce qui m'a fait dire qu'on était dans le vrai, c'est que j'ai vu vraiment des personnes qui étaient complètement éteintes, qui étaient à la rigueur, on ne savait pas si elles étaient plutôt à se dire « je suis là jusqu'à ma retraite et j'attends ma retraite tranquillement » ou « je vais m'en aller parce que je ne suis vraiment pas bien ». Et de voir ces personnes-là qui se sont transformées et qui sont devenues vraiment je n'allais pas dire des leaders, mais des ambassadeurs de cette pensée de travail, de cette pensée d'entreprise, et de le voir sourire tous les matins et d'être plus heureuse, si on peut être heureux quand on vient travailler, mais voilà, d'avoir vraiment un changement d'attitude et l'envie de co-construire avec chacun. Et c'est ça qui me faisait vraiment vibrer. Et l'envie de voir l'entreprise différente, de se dire que l'entreprise aujourd'hui, elle a une utilité dans son écosystème, de redéfinir son utilité parce que parfois, au fil du temps, on a oublié ce pourquoi on avait été créé, d'aller rechercher ça et de se dire qu'elle a aussi un devoir, qu'elle a un devoir sur son territoire et comment elle peut accomplir ce devoir sur ce territoire. Et donc, c'était ça qui était challengeant, et qui est toujours challengeant, qui est source vraiment de bien-être du coup. Super, merci beaucoup. Du coup, vraiment, si on se concentre sur les bénéfices que ça a apporté, on en a déjà évoqué quelques-uns. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise,
de mettre en place ce genre de démarche. Qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs, même si effectivement tu viens aussi d'en parler. Et Ok. est-ce qu'il y a un... Oui, c'est quoi le retour sur investissement en Ouais. fait et est-ce que vous le mesuriez d'ailleurs? Ok. Alors, pour répondre à ta question sur le retour sur investissement, il y en a un. Maintenant, c'est pas là-dessus qu'il faut pas se lancer dans une telle aventure pour avoir un retour sur investissement Mmh. immédiat. Parce que sinon, c'est voué à l'échec, parce que ça prendra du temps. Il n'y a pas de recette universelle, c'est du sur-mesure. Et les résultats viendront, j'allais dire, c'est la conséquence de Merci de le toutes dire. les actions qui sont en place. Ouais. Donc voilà, il y en aura un, mais si on ne vise que ce retour sur investissement tout de suite, c'est voué à l'échec. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu ces dernières années sur tout ce qui est la valorisation des entreprises libérées, etc., où beaucoup ont voulu se lancer là-dedans, mais ne voyaient que leurs propres intérêts, les intérêts de l'entreprise et pas les intérêts des collaborateurs. C'est en ça que l'équilibre est hyper important, parce que s'il y a une des deux parties qui est spoliée, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, mes retours sur investissement, il y en aura. Il y en a eu, notamment par rapport aux collaborateurs, c'est d'avoir moins d'absentéisme, moins de turnover, de la facilité à recruter, donc des entreprises, donc une marque employeur qui grandit, donc des personnes qui entendent parler de nous, qui ont envie de travailler chez nous. Et qui ont envie de faire des kilomètres parce qu'on est on est toujours, enfin, l'entreprise est toujours très éloignée des grandes villes. Donc, il faut vouloir faire aller à la campagne et travailler à la campagne et faire des kilomètres pour venir bosser. Donc, tout ça, c'est des retours sur investissement qui font parce que quand vous avez une entreprise qui n'arrive pas à recruter, avec la crise, ça commence à être à nouveau fait. Mais quand vous avez bâti une bonne marque employeur, c'est moins difficile. Donc, tout ça, c'est positif. Pour reprendre ta première question sur l'entreprise, c'est aussi une façon de se démarquer de ses concurrents. Parce que clairement, notamment dans certains secteurs d'activité, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de chaîne de valeur ou de proposition de valeur qui permettent de nous différencier et de répondre vraiment précisément aux attentes et aux besoins de nos consommateurs. Alors, on peut partir, ça peut être une solution, et nous, on l'a testé, mais c'était difficile, c'est d'aller trouver de nouveaux services, d'aller innover dans du service ou dans du produit, mais dans un produit tel que le fruit frais, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, et il y a déjà des gros mastodontes sur le secteur, et donc on ne sera jamais compétitif en la matière. Par contre, le fait d'avoir retravaillé notre raison d'être et de se dire qu'on peut apporter autre chose parce qu'on est utile, et donc, le fait, c'était d'être utile pour nos collaborateurs et pour l'environnement. C'est pour ça que la raison d'être, c'était chouchoutons la nature et les hommes avec un grand H. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ces deux éléments-là? Et du coup, à travailler sur ces sujets-là, on se fait repérer par des prospects, par des clients potentiels, pardon, par nos clients actuels, et qui se disent, tiens, eux, ils ont une approche différente et le travail est, parce qu'on est de plus en plus noté par nos clients, on a une notation, donc il faut être hyper bien noté, il faut qu'on ait un service client de qualité et donc si on n'a pas tout ça, du jour au lendemain, on est dégagé. Et donc d'avoir cette approche qui est différente, de se dire que nos collaborateurs sont nos premiers clients, ils vont être satisfaits de l'entreprise, donc ils vont faire du bon travail pour leurs clients, pour les clients de l'entreprise. Ça marche parce que du coup, des entreprises avec lesquelles on avait du mal à rentrer en contact ont entendu parler de nous, soit par notre aspect social, soit par notre aspect sociétal, et se sont dit, tiens, c'est peut-être intéressant de travailler avec eux. Ils sont venus découvrir notre entreprise et on a commencé à œuvrer ensemble sur des sujets qui, à l'époque, paraissaient complètement dingues parce que l'entreprise, une grosse part de son chiffre d'affaires est fait avec la grande distribution et on a commencé à travailler main dans la main avec certaines enseignes de la grande distribution
à travailler sur des projets agroécologiques, d'être accompagné par ces entreprises et donc d'avoir des clients fidèles et en tout cas de créer des partenariats. Donc voilà, donc il y a des choses qui se créent et c'est de se dire que voilà, on n'a pas voulu innover sur le produit ou sur le service, mais on a innové sur notre utilité et sur comment apporter autre chose à notre écosystème. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que vraiment d'une initiative, en fait, d'une, on va dire, petite, entre guillemets, démarche, de là, en fait, à découler vraiment tout un changement. Et Ouais, je trouve ça complètement. beau, en fait. C'est... Ouais, parce que de cette partie sociale, vraiment de faire évoluer la vision sociale de l'entreprise, donc l'accompagnement de ses collaborateurs, on a travaillé en parallèle sur tout ce qui est environnement et de se dire comment on peut accompagner l'amélioration de l'agroécologie, en tout cas d'être dans l'agroécologie, de développer des vergers bio, de faire des tests sur des alternatives biologiques, de faire en sorte que notre bâtiment il soit moins nocif pour l'environnement en recyclant nos déchets, en mettant des panneaux photovoltaïques que nos frigos puissent fonctionner à l'énergie solaire. Ben voilà, il y a eu plein de développements comme ça. Et puis derrière, sur le territoire, comment on va travailler on va développer notre action auprès d'associations qui ont besoin de nous et qu'on peut accompagner financièrement, mais également en mécénat de compétences, mettre à profit notre notoriété, entre guillemets, en tout cas, que nos produits deviennent des médias pour parler d'une problématique, et notamment nous, on voulait appuyer l'autisme et donc sensibiliser à l'autisme nos clients. Et donc, nos produits permettaient justement de devenir un média, etc., et d'accompagner par ce biais. Et donc, il y a vraiment eu, et d'ouvrir nos portes aussi, c'est un gros élément. L'agriculture est méconnue en France, donc on nous tape souvent sur les doigts des agriculteurs en disant qu'ils font tout et n'importe quoi. Et donc, c'est de se dire, on va ouvrir nos portes pour prouver aux consommateurs qu'ils peuvent, ce qu'ils vont manger, c'est sain, c'est bon. Et donc, ils ne vont pas se faire empoisonner. Et c'est aussi derrière, au-delà de la démarche d'ouvrir nos portes pour faire découvrir nos infrastructures, c'est aussi de travailler en mode projet avec eux. On a démarré en mode projet avec nos collaborateurs et on a continué en mode projet avec des consommateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils attendent de notre entreprise et qu'est-ce qu'on peut construire avec eux. Super intéressant. Et du coup, c'est vraiment, je retiens vraiment que c'est une démarche d'ouverture globale, en fait, finalement. Tu parlais d'ouvrir les portes de l'entreprise et là, je trouve que c'est toute la démarche est dans l'ouverture, en fait. Tout à fait. Ouais, mais c'est vraiment ça. Et puis d'accepter qu'on est dans l'incertitude, qu'il va y avoir, mais de le prendre comme de belles opportunités. Il y a certainement des belles opportunités, des émergences qui vont voir le jour. Et de partir de là, et surtout de cette ouverture, d'accepter tout ce qui peut se mettre dans notre chemin et en faire quelque chose, quoi. Mais accepter les échecs, accepter et puis de retravailler sur ces échecs pour voir différemment. Donc voilà, il faut accepter de se questionner sans cesse sur son modèle. C'était ma prochaine question, c'était quel conseil est-ce que tu donnerais du coup aux entreprises? Et je suppose que ce que tu viens de dire là en est un. Est-ce que tu en as d'autres? Un conseil, c'est toujours délicat, mais c'est de se dire qu'il ne faut pas hésiter à s'ouvrir aux autres entreprises, à aller s'inspirer de ce qui peut être fait ailleurs. Et c'est surtout de se dire que chaque entreprise a son unicité, sa singularité, et qu'il faut jouer avec ça. Et que c'est ce qui fait qu'une entreprise a une utilité et que cette utilité, elle va permettre de prospérer. Et donc de garder et donc d'aller travailler ça pour répondre aux attentes et aux besoins de chacun. Et de pas alors s'il y a un autre petit conseil, c'est pas à tout prix de mettre des outils en place. Les outils, ils sont là seulement si le terrain est bien travaillé. Donc il faut d'abord aller creuser son terrain, aller le sonder, aller le fertiliser avant de planter la petite graine et faire en sorte que quelque chose puisse pousser.
Donc, il y a vraiment un gros travail de préparation, de bien se connaître et de là où on veut aller pour co-construire quelque chose ensemble. Et travailler avec l'ensemble des équipes et même au-delà, avec vraiment ces parties prenantes. On a tendance, moi le premier, à se dire que en fait, on a peu de parties prenantes vraiment pertinentes avec lesquelles travailler. Alors qu'au contraire, une fois qu'on a on a dessiné l'ensemble des acteurs qui entourent l'entreprise, on s'aperçoit que chacun peut participer à l'utilité, à la performance de l'entreprise et chacun a son mot à dire, entre guillemets. Et donc, de bien identifier toutes nos parties prenantes nous aide à accompagner le projet de l'entreprise. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux entreprises qui pensent que ce n'est pas forcément leur rôle tu vois, de proposer typiquement des sessions d'activité physique ou de réveil musculaire. Tu parlais d'être un peu un extraterrestre, vu comme un extraterrestre de temps en temps. Il y a encore des entreprises qui pensent voilà, que ce n'est pas leur rôle, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Peut-être que ce n'est pas leur rôle si ça n'apporte rien, si ce n'est pas un sujet de fond dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas… je vais parler juste du réveil musculaire. S'ils n'ont pas identifié parce qu'ils ne sont pas sur des métiers à forte pénibilité, il n'y a peut-être pas d'intérêt à mettre un réveil musculaire. Je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a d'autres choses à mettre en place pour… on peut être derrière un bureau et avoir des problèmes ergonomiques parce qu'on est mal installé. Donc, il y a un projet derrière ça. De se dire, bah oui, c'est du devoir de l'employeur de se dire que chaque collaborateur est confortable sur son lieu de travail. Et au-delà, maintenant, aujourd'hui, son lieu de travail, ça peut être aussi son domicile. Donc, comment on met en place des choses, en tout cas, comment on accompagne cette nouvelle façon de travailler, même à domicile. C'est pour ça qu'il n'y a pas de copier-coller possible. Chacun ses besoins par rapport à ce qui va être relevé une fois qu'on aura décidé d'aller faire un 360 dans son entreprise, de se dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne bien? Et puis de se poser aussi des questions. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde d'aujourd'hui et de demain? Qu'est-ce que j'ai en tant que salarié? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon quotidien? Enfin voilà, de se poser toutes ces questions-là va faire émerger des besoins et des outils. Après, pour être plus généraliste, de faire en sorte que le collaborateur soit physiquement bien lui permettra de faire mieux son travail, parce que si on fait du sport, on est plus épanoui, on est mieux dans sa peau. De se mettre au vert, pareil, d'avoir des plantes vertes dans… Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font, et c'est reconnu aujourd'hui vis-à-vis des neurosciences, qui font que avoir un environnement de travail qui fasse la part belle au sport, à la santé, à la nature, permet de la créativité, permet de baisser le stress, permet de créer du lien. Donc voilà, donc tout ça, c'est des questions à prendre en compte. Pourquoi on serait… C'est ça la question, et notamment c'était dans un des bouquins de l'entreprise altruiste d'Isaac Getz, que pourquoi on agit différemment avec ses amis ou sa famille, avec ses collaborateurs. On doit être un et c'est un seul homme. Donc, pourquoi on ne met pas en place en entreprise ce qu'on fait avec ses propres enfants, quoi. Voilà. Carrément. Tout à fait d'accord avec ça. Et pour terminer, du coup, on arrive à la fin de l'interview. C'était hyper riche et hyper inspirant. Merci beaucoup. C'est quoi pour toi les grands challenges de la fin de l'année? Et c'est quoi ta vision du monde du travail de demain? Tu as 2 questions du coup. La vision du monde du travail, c'est… je reviens toujours sur les mêmes termes, mais ils me sont chers. C'est cette idée d'utilité et de sens. Donc, que l'entreprise a une utilité et que pour assurer cette utilité, il faut qu'elle donne du sens à chacun des collaborateurs. Donc, que chacun des collaborateurs puisse se reconnaître dans l'entreprise parce que l'entreprise apporte quelque chose au monde dont les collaborateurs sont fiers et ont envie de valoriser. Donc, pour moi, c'est ça, et que chacun puisse limiter au maximum tous les bore-out, tous les burn-out, en tout cas faire en sorte que le collaborateur, quand il va travailler, il travaille parce que forcément il a besoin d'argent pour vivre, mais qu'il puisse grandir, apprendre, s'épanouir.
Voilà. Et ça peut se faire dans une entreprise de façon naturelle. C'est vraiment de se dire, ben voilà, l'entreprise peut être un lieu d'épanouissement et un lieu pour tisser des liens. Donc, Oui, oui. voilà. Et pour ta première question, je ne sais plus, je l'ai oublié. Du coup, tu parles de tisser les liens. Est-ce que selon toi, tisser le lien, c'est un des challenges de cette fin d'année? Eh ben, je pense que oui, parce que, alors là, on verra s'il y a quatrième vague ou pas. Hein, on Mm. va démarrer, on verra comment on la vit. Mais là, on doit revenir au travail, on doit revenir sur le lieu de travail. Donc, je pense qu'il y a un des challenges de l'entreprise aujourd'hui, c'est de repenser le lieu de travail. Alors, pas forcément à la maison, d'accompagner le collaborateur dans son télétravail, mais qu'est-ce que doit être aujourd'hui un bureau, un siège social? Qu'est-ce qu'il doit représenter pour l'entreprise? Voilà, je pense que c'est pas facile aujourd'hui s'il y a un collaborateur qui a été recruté pendant la période de pandémie. Il n'a jamais vu ses collègues, il n'est jamais allé au bureau. Tous les contacts qu'il a eus, c'est par mail ou par vidéo. Et comment il s'acculture à ça? Donc, je pense que voilà, il y a une idée de repenser le bureau et l'idée de bureau. Et je reviens toujours sur cette idée que aujourd'hui, le lieu de travail est un lieu de culture, d'apprentissage et de lien, pour tisser du lien personnel, professionnel, culturel, enfin voilà. Donc le lieu de travail doit être repensé différemment. Et ça, c'est un super challenge pour cette fin d'année et pour les années à venir. C'est clair. Ah, super. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que ça va inspirer plein d'organisations, plein de personnes. Je l'espère. En tout cas, Oui, c'est des beaux projets, c'est des projets qui font vibrer et qui, en général, redynamisent l'entreprise et les collaborateurs parce ils retrouvent du sens, quoi. c'est Ils ont ça. pas c'est fini, voilà, ils n'ont pas l'impression, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir un bullshit job et Oui. voilà, Ni d'être un pion. voilà, c'est ça. Et ils accompagnent quelque chose. Et ils sont acteurs, c'est ça surtout. Et on peut être acteur artisan de sa vie, quoi. Oui, oui, carrément. Un grand merci, David. Merci, Philippe. Merci.